Amis de la récupération, bonjour. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté ce colis de fan dans lequel il y avait ces superbes moteurs avec réducteur, et je vous avais promis que je vous montrerai comment j'ai réussi à, on va dire, déterminer les caractéristiques pour les utiliser. En effet, comme je l'ai déjà dit, quand on fait de la récupération, c'est le problème. Voilà, à un moment donné, moi tout ce que j'ai, c'est ce moteur, comme indice. Alors, Christophe qui me les a donnés m'a dit qu'a priori c'était des moteurs à courant continu avec des capteurs de déplacement. Et voilà, et j'en sais honnêtement pas plus. Alors, il y a en effet une référence dessus, une marque, mais bon, j'ai eu beau chercher sur internet, j'ai absolument rien trouvé. Donc, voilà. Alors, en même temps, même si j'avais pas ces infos-là, quand on voit un système comme ça avec, on va dire, 6 fils qui sortent, ça pourrait aussi, pourquoi pas, être un moteur pas à pas, un moteur brushless et tout. Mais bon, vu la gueule du truc, et puis quand même ce que m'a dit Christophe, voilà, je vais plutôt partir sur cette idée, donc que c'est un moteur à courant continu avec un capteur. Mais voilà, j'en sais pas plus. Alors, je vais vous montrer comment on peut justement, à partir de simplement le fait, je dirais quasiment d'avoir un moteur et 6 fils, et on va pouvoir retrouver la fonction des fils et pouvoir l'utiliser. Alors, la première chose déjà aussi qu'on peut voir, c'est qu'ils sont équipés de ces connecteurs là, qui sont pourquoi pas mal, mais alors qui sont vraiment pas pratiques pour faire des mesures et pouvoir, je veux dire, voilà, utiliser le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je l'ai fait sur un autre. J'ai pris le moteur et je lui ai mis, comme on peut voir, ici, un connecteur Dupont, là-bas, avec un détrompeur. Et voilà, une fois que j'ai ça, la première chose à faire, comme on va le voir, c'est d'utiliser un multimètre. Un multimètre, comme on va le voir, en mode ohmmètre et en mode, on va dire, test de seuil de diode. Et on va mesurer tout ce qu'on peut entre toutes les broches. Comme on peut le voir, il y a 6 broches. Et voilà, on va prendre la première broche, mesurer avec les autres, et ainsi de suite. Et regarder ce qu'on peut en déduire en regardant les mesures. Alors, allons-y. Voici le relevé de mes mesures. Donc j'ai fait deux sortes de mesures. Une mesure avec le contrôleur en mode ohmmètre. Donc je les ai mis en rouge, un suivi de R, parce que le symbole ohm n'est pas facile à trouver. L'autre en mode contrôle de diode, qui donne une tension. Et j'ai noté ça donc sur ce tableau. Donc le principe, donc là j'ai mis la fiche plus du multimètre sur la broche 1 et j'ai mesuré sur toutes les autres broches. Et après j'ai fait pareil pour 2, pour 3, pour 4, pour 6. Ce qu'on peut voir évidemment, c'est que ici il n'y a pas de mesure de la ligne médiane, oui, parce que c'est de 1 à 1, de 2 à 2, donc ça n'a pas de sens. Et quand il y avait rien, c'est-à-dire une résistance infinie, j'ai rien mis. Alors il y a évidemment une symétrie dans ce tableau. On voit que les valeurs qu'il y a ici, c'est quand je mets la fiche rouge sur la pin numéro 6 et la noire sur la 1. Alors que ici c'est l'inverse. C'est-à-dire que si la tension est inversée, là je mets la rouge sur la 1 et la moins sur la 6. Voilà pour le protocole. Alors il y a des choses qui sautent aux yeux tout de suite qui sont déjà très riches d'informations. On s'aperçoit que par rapport à ces colonnes-là, il y a des valeurs que ici et ici, que c'est une résistance qui est relativement faible. Et surtout, une autre information super intéressante, c'est que c'est symétrique. C'est-à-dire que c'est indépendant de la polarité. Donc la suspicion que ça soit les pins du moteur est quand même très forte. En effet, si c'est un moteur continu à balai, il n'y a pas de raison qu'il y ait des dissymétries. Et je veux dire, les valeurs mesurées sont tout à fait dans le sens d'un moteur. Donc ça, c'est déjà une première info qu'on va pouvoir tester. Alors ici, par contre, ça me donne d'autres infos. Je l'ai dit au début, j'étais plutôt parti sur un capteur genre LED et phototransistor. Or, si c'était le cas, normalement, ils sont isolés. Or ici, non. On voit le fait qu'il y ait des valeurs ici partout montre que toutes ces broches, c'est-à-dire la 2, 3, 4, 5, elles ont des connexions entre elles. Il n'y a pas de broche isolée. En même temps, si on avait une LED et un phototransistor, le phototransistor, par exemple, en inverse, il est quasiment bloqué. Donc on aurait une tension très haute ou voire rien, ou une résistance quasi infinie. Et dans l'autre sens, on aurait aussi quelque chose d'assez fort dans la mesure où il n'est pas illuminé. Alors là, on a des trucs ici dans tous les cas. Donc, avoir ça, les chances que ça soit ça, c'est quand même assez faible. Donc, il y a des chances que ce soit quand même une circuiterie. Il y a une autre chose qui est très intéressante, là, c'est ces valeurs-là. Si c'est un système électronique à conducteur, déjà, il y a des grandes chances que sur ces 4 broches, il y ait une masse et une alim. Les autres étant
on ne sait pas. Enfin, au moins, il y aura des grandes chances qu'il y ait au moins une sortie, parce que je veux dire, c'est un capteur, donc c'est pas quelque chose qui reçoit quelque chose. Et autre chose que je ne sais pas, alors ça peut être une seconde sortie, ça peut être, des fois ça arrive, un système de tri-state ou quelque chose comme ça. Donc si on part que là-dessus il y a une alim, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que si on regarde les valeurs soit disparates, soit communes, c'est-à-dire ici elles sont du même ordre, 1,28, 1,6, 1,13, là on voit qu'il y a 0,6, 1,9, 1,43, 0,6, 1,8, 1,6, et ici 0,0,0. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant. Si dans ces broches-là, comme je dis, il y a une broche d'alim, quand je fais mes tests, il y avait un moment où je les branche à l'envers. Et si je branche la lime à l'envers, qu'est-ce que va faire tout système à semi-conducteur qui se respecte, hein, par exemple si c'est un circuit intégré, et bien souvent quand on le branche à l'envers, il y a des diodes parasites qui font on verra toujours une diode entre le substrat, hein, qui est généralement le plus négatif, et les entrées. Et c'est exactement ce qu'on mesure ici, alors qu'on n'a jamais cette configuration autre part. C'est-à-dire que quand on voit que la broche 5 est positive par rapport aux autres, eh ben, elle donne une tension de seuil. Ça, c'est une indication très très forte que la broche 5 soit la masse. Donc, on peut partir là-dessus. De toute façon, on ne peut pas tout vérifier pour l'instant, mais on va dire on va faire des hypothèses. Si on part que la broche 5 est de la masse, hein, ça veut dire donc elle est négative, on peut regarder ici ce qu'on mesure. Et là, on a une information qui est très intéressante. Au niveau tension, on a à peu près les mêmes choses, mais au niveau résistance, on a typiquement quelque chose de très différent. On a ici une résistance qui est plutôt très faible, alors qu'ici, elle est plutôt élevée. Et ça, c'est aussi une indication. Généralement, la lime fera une résistance plus ferme. Donc, on pourrait ici supposer que la broche 2 est la lime. Et ce qui prouve qu'aussi que quand elle est positive, on voit aussi que, encore une fois, elle est assez symétrique sur 3 et 4. Et voilà, donc ici comme ça, hein, rien qu'avec ces mesures, voilà, ce que j'en déduis maintenant, c'est que le moteur est probablement entre ces deux choses-là, que la broche 5 est la masse, que la broche 2 est l'alimentation, et que les deux autres, apparemment, elles ont les mêmes caractéristiques. Donc, ça serait assez logique de penser que c'est une ou deux sorties. Eh ben, on va partir là-dessus. Eh ben, on va dire, voilà, on va déjà pouvoir essayer, au moins, on va dire, la partie moteur. Donc la partie moteur, comme j'ai dit, je suis Bodor que c'est entre les broches 1 et 6. Alors on va quand même y aller doucement parce que voilà, pour l'instant on a fait que des suppositions. Alors ce qui est gênant ici à faire des tests, c'est que on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Si on se gourre, qu'on branche quelque chose en inverse et autres, et ben on peut tuer toute partie du moteur. Alors, un moteur à courant continu, il y a peu de chance, mais encore une fois, ce n'est que des suppositions. Alors pour ça, on va bien sûr utiliser la limitation au courant. Donc là, je vais utiliser mon alimentation avec la limitation au courant, c'est-à-dire la plus faible possible. Par exemple, on va mettre, je sais pas, 50-100 mA. On va vite voir si le moteur tourne ou pas. Donc là, je pars avec une tension à 0. Donc là, il n'y a pas de polarité. Hein, la polarité fera simplement changer de sens. Et je me mets donc entre les broches 1 et 6. Et on va augmenter la tension tout doucement en surveillant non pas le moteur, mais déjà le courant. Hein, j'ai l'œil sur l'ampèremètre de mon alim, pour voir si à un moment donné ça part trop fort, c'est que je suis en train de faire une bêtise. Donc là j'augmente tout doucement la tension. Ah, et voilà, donc là je vois qu'il y a un peu de courant, mais bingo, comme on peut le voir, le moteur tourne. Et le fait qu'il tourne, voilà, ça veut dire que maintenant, voilà, hop, encore une victoire de canard. On peut dire que j'ai bien vu le truc. Voilà, il tourne bien, et normalement si j'inverse la polarité, et ben il tourne dans l'autre sens. Ouais, génial. Donc maintenant, j'ai trouvé ça. Alors, ce que je sais pas, c'est quelle est la tension nominale de ce moteur. Alors ça, c'est un petit peu pifométrique. Heureusement, je veux dire, c'est un paramètre qui est un peu... ça, on peut le déduire un peu avec le courant, le bruit un peu. Voilà, à un moment donné, c'est pas plus de 12 volts. Alors, on voit que ça fait du bruit, mais je suis pas sûr que c'est plus. Donc, par contre, là... il est très démultiplié, c'est un moteur, enfin il a un couple phénoménal, hein, et j'ai aucune chance de l'arrêter ici là. Enfin voilà, on va dire que je peux partir que ce moteur est utilisable, on va dire, entre une tension assez faible, hein, parce qu'on voit qu'il commence à tourner quasiment à partir de 1 volt, hein, on va dire bon, de 1 à 12 volts, et encore 12 volts c'est même peut-être beaucoup, à la limite, mais voilà, bon, c'est une indication. Bon, alors on a déjà progressé, hein, ça veut dire que grâce à ça, maintenant, je peux déjà utiliser ce moteur. À la limite, si je n'ai pas besoin du copter,
eh ben, je peux m'arrêter là. Mais c'est bien sûr très intéressant d'avoir le capteur. Alors là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué, parce qu'en effet, là, le risque est quand même plus grand de se tromper. Et alors, quand j'en étais là, j'ai quand même remarqué quelque chose. Je me suis dit, bah, c'est quand même bête, peut-être qu'il y a quand même moyen de les monter. Et en effet, j'ai vu que le capot dessus là, était clipsé, et que ce capot, on peut l'enlever. Alors là, bah, ça va sans doute m'aider. Alors le problème, c'est que ça m'aide sans m'aider. Avec un peu de chance, on aurait pu avoir des indications, mais là, voilà, on n'a rien du tout. Mais je pense que ça va quand même bien nous aider. Donc regardons avec mon microscope Mastool un petit peu ce qui se passe. Donc on retrouve là les 6 fils. Là, on voit qu'il y a un fil ici qui est branché, mais qui manifestement ne va sur rien. Et on sait déjà que, on va dire, entre le 1 et le 6 ici, c'est l'alimentation du moteur. Donc maintenant, on va voir si on peut aller un peu plus loin et valider ce qu'on a déjà, on va dire, subodoré avec les mesures. Alors là, il y a quelque chose qui va énormément nous aider, bah, c'est le circuit imprimé. Ce circuit imprimé, comme souvent, il va avoir, enfin, soit un plan de masse, soit souvent des pistes de masse qui sont assez reconnaissables. Et on le voit spécifiquement, voilà, comme on peut le voir ici, là. Voilà, là, c'est des pistes qui sont isolées de façon à pas faire de masse thermique, hein, ici, mais je veux dire, manifestement, ça, là, voilà, ce point ici, c'est probablement la masse. Et, bon, je vais pas le faire parce que c'est pas facile de filmer en même temps, mais j'ai mesuré, et en effet, si on regarde, on trouve bien une résistance de 0 ohm entre ce point-là et le fil numéro 5. Donc ça confirme mon idée que la broche 5 est la masse. Alors après, au niveau de l'alimentation. Alors comment essayer aussi d'avoir des indices? S'il y a une alimentation, généralement, il y a un condensateur de découplage. Ici, il n'y a pas beaucoup de place, mais on peut voir que le plus gros condensateur qu'il y a, on le voit, il est ici, et que, en effet, on voit déjà qu'il est bien entre la masse d'un côté, et est-ce que par hasard, il ne serait pas entre le plus? Et donc le plus, c'est cette broche-là, et en effet, là aussi, j'ai mesuré, et bingo, comme par hasard, on trouve bien la 0 ohm entre cette broche ici, donc la 2, et cette armature de condensateur. Ce qui, encore une fois, je veux dire, ça renforce, on va dire, ce que j'avais subodoré avec les mesures. Et après, ben voilà, les deux trucs ici. Alors en même temps, on peut voir que, comme on voit bien, hein, voilà, ça c'est un capteur. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est sans doute peut-être un truc à effet Hall ou optique ou autre. Je vais pas le démonter plus. Mais voilà, grâce à ça maintenant, eh ben, on va pouvoir tenter donc de regarder un petit peu ce qui se passe à la sortie. J'ai mis une alimentation séparée de celle du moteur sur ce que je suppose être le plus et le moins, et j'ai branché les deux sondes de mon oscilloscope en sortie. Alors déjà, première question, en combien elle s'alimente cette électronique? J'en sais fichement rien, encore une fois, j'ai pas d'infos. Maintenant, sur ce genre de choses, je veux dire, on va voir, mais on peut partir, on va dire, généralement, de toute façon, ça sera quoi? Ça sera 3 volts ou 5 volts, ou voire plus, mais on peut déjà partir, on va dire, par exemple, avec une tension de 3 volts, et toujours en surveillant l'alimentation, donc en mettant une limitation de courant sur l'alimentation, et surtout en faisant très attention à, voilà, à voir si c'est grave ou pas. Alors, je dirais même, dans certains cas, on pourrait même mettre une résistance hein, pour voir. Donc on va ici augmenter tout doucement la tension. Voilà, on voit que ça augmente la tension de sortie. Donc là, je suis à 3 volts, par exemple. Bon, au niveau de la consommation, c'est bon. Alors, on va faire tourner le moteur, voir s'il y a quelque chose. Ah, bingo. Là, on voit qu'il y a des signaux. Et des signaux qui sont très reconnaissables, dans la mesure où c'est des signaux qui sont déphasés de 90 degrés, ce qui est, voilà, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, typique d'un capteur de position qui permet aussi d'avoir le sens. C'est-à-dire, hein, je vous ramène sur ces vidéos-là, mais sur ce genre de capteur, il y a un capteur qui va donner en fait les impulsions et l'autre, selon qu'il soit haut ou bas au moment de la transition, va donner le sens. Alors on voit bien, on voit que là quand le capteur monte, celui-ci il est haut, alors que si je vais dans l'autre sens, on voit que quand celui-ci monte, celui-ci il est bas. C'est comme ça que on détermine le sens.
Et ben, bingo, ça veut dire que ici j'ai doublement réussi dans la mesure où j'ai à la fois bien trouvé mes alimentations et j'ai ce capteur. Donc ce capteur qui me donne donc, le déplacement, hein, c'est ce qu'on appelle un codeur relatif, le déplacement et le sens de rotation du moteur. Et on voit que si j'augmente la vitesse du moteur, ben, ça augmente la fréquence ici. Bon, et ben c'est bien. Donc là, je suis alimenté, on va dire, en 3 volts. On peut monter à 5 pour voir. A priori, ça le fait bien. À mon avis, ça s'alimente en 5 volts. Mais a priori, ça marche aussi en 3.3. Voilà. Il n'y a pas de régulateur, parce qu'on voit que la tension change. Enfin, voilà, vu le courant, je pense que ça supporte tout à fait de la TTL. Ah, et ben, voilà, bah, c'est vraiment excellent ici d'avoir ça. Alors, il me manque une information qui serait quand même vachement sympa maintenant, c'est de savoir combien d'impulsions il me donne par tour. Bah ouais, parce que là, j'ai aucune idée de ce que, en gros, quelle est la résolution du capteur. Je me rends compte qu'elle est assez élevée, parce que même en faisant tourner le moteur à sa vitesse minimum, c'est-à-dire voilà, là vraiment il se déplace tout doucement, on voit quand même que le nombre d'impulsions est relativement important, ce qui prouve une résolution élevée. Mais alors, pour faire ça, eh ben, comment on va faire? Avec l'oscilloscope, c'est pas très pratique, mais j'ai la chance d'avoir, le moteur s'est arrêté, j'ai la chance d'avoir, je vous avais déjà montré des compteurs, hein, 10 compteurs universels, et on va brancher une des voies sur un compteur, ce qui va nous permettre de compter les impulsions. Alors, ça sera peut-être pas précis à l'impulsion près, mais ça va nous donner une idée. Alors, donc voilà, j'ai branché ça sur un compteur, hein, un compteur universel, donc qui est en mode totalisation, et on voit que là, si je me mets à faire tourner le moteur, et ben voilà, il tombe bien, et il compte d'autant plus vite que le moteur tourne vite. Donc l'astuce maintenant, ça va être de lui prendre une référence, lui faire un tour complet, et de regarder combien affiche le compteur. Donc on va se mettre par exemple ici, remettre le bignou à 0, je prends là une référence, en gros, enfin je ne filme pas, mais je tiens en fait un truc là devant le pince croco, et on fait tourner, voilà, et on va lui faire un tour, voilà, et voilà, à peu de choses près, on voit qu'on est à 5000. Donc a priori c'est 5000 impulsions par tour. Donc, voilà, je vais refaire en dernière mesure, peut-être un peu plus précise, top. Ouais, c'est ça. 5000. Et ben voilà, je sais donc maintenant que ce moteur me donne donc 5000 impulsions par tour, ce qui est pas mal hein, au niveau de la résolution. Après, voilà, si on la ramène en angle, hein, c'est assez facile, hein, ça fait 360 divisé par 5000, ce qui me donne donc une impulsion pour 0,07 degré 2. Et ben nous voici arrivés au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et voilà, l'idée c'était ça, hein, c'était de vous montrer un petit peu la démarche. Alors on a aussi eu quand même un petit peu de chance, ça aurait pu être un peu plus compliqué. Par exemple ce qui arrive parfois c'est que ces trucs là ils ont des sorties dites à collecteur ouvert, et là c'est plus gênant. Parce qu'on n'aurait rien vu sur un oscilloscope, enfin où il aurait fallu mettre des résistances de pull-up. Ça aurait pu être un truc analogique. Enfin, je ferai sans doute d'autres vidéos hein, pour parler des moteurs à courant continu et éventuellement des capteurs qui sont intégrés. Mais enfin voilà, là, je veux dire, je suis resté un petit peu concentré sur l'idée de pouvoir utiliser ces moteurs. Et c'est des moteurs, comme on voit, qui sont vraiment super intéressants. On voit tout de suite que c'est des moteurs vraiment d'excellente qualité. On voit aussi qu'ils n'ont pas de jeu, quasiment, ou du moins il est très faible. Parce que s'il y avait du jeu, c'est sûr que, enfin, selon le sens de rotation, hein, ça perdrait de la résolution. Enfin voilà, c'est des moteurs qui ont eu beaucoup de couples. Et là, je suis certain que ça pourra me servir après, en branchant ça après sur des Arduino ou des trucs comme ça. Donc voilà pour cette première vidéo. Et encore un grand merci à Christophe pour m'avoir donné ces sympathiques moteurs. Donc je vais faire d'autres vidéos. La prochaine, ça sera soit sur le relais statique, soit sur le transfo. Enfin, je vais voir, de toute façon je ferai les deux. Hein, et là on verra aussi un petit peu dans la même démarche comment à partir d'un transfo dont on ne connaît rien, on a des chances quand même de pouvoir repérer les enroulements et pouvoir l'utiliser. C'est ça le problème. Et malheureusement, de plus en plus, c'est ça qui est dommage. On récupère des trucs, par exemple dans des vieilles imprimantes, souvent il y a des petits écrans LCD couleur, mais voilà, on trouve aucune doc, on n'a rien du tout, ce qui est vraiment dommage, parce qu'on pourrait les réutiliser dans des projets. Et là, ça part à la poubelle.
Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Tu te poses une question, Maurice. Ah, bah, tu fais que ça, poser des questions. C'est, est-ce que îles Canaries, il y a des canaris? Non, pas forcément, non. Et aux îles Vierges, bah, il n'y a pas de canaris non plus, pareil. Ah, quel coquin celui-là. Bon, bah voilà, bah aujourd'hui ça y est, là il pleut et honnêtement c'est une bonne chose. D'abord parce que bah, il y en avait besoin d'avoir de la pluie et puis ça baisse un peu la température. Alors bon, après il y a de l'inertie. Là il fait toujours 28 dans le lab, mais il fait sans doute moins chaud dehors. Mais voilà, mon lab, hein, comme ma maison, hein, c'est des murs très épais. Ma maison c'est des murs de plus d'1,20 m d'épaisseur. Donc bah, il y a une grosse inertie thermique, mais malheureusement dans les deux sens. Enfin voilà, et ben je vous souhaite à tous un très bon week-end, des très bonnes vacances si vous avez la chance d'y partir, et que le grand hack, le dieu des hackers, vous aide à repérer tous les brochages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.